Malekith était en colère. Kuran ne le voyait que trop bien, comme le reste de l'os de Nagarothi. Les corps éventrés de plusieurs de ses lieutenants avaient été exhibés aux yeux de tous afin que nul n'ignore sa contrariété. Les quelques succès rencontrés suite à la chute de la porte de l'Aigle s'étaient terminés prématurément et la progression de l'armée ralentissait de jour en jour. Istrana d'Avelorn, la plus influente des demoiselles de la Reine éternelle, s'était déjà opposée à Malekith lors de son assaut contre la porte du Phénix. Lorsqu'elle s'était aperçue qu'elle ne pouvait plus tenir les montagnes, elle avait retiré son armée dans les bois qui s'étendaient au pied de celle-ci. Depuis, les sœurs d'Avelorn harcelaient les elfes noirs à partir du couvert des arbres et les incitaient à les poursuivre sous les frondaisons, dans la forêt infestée de lions. Au début, plusieurs régiments avaient mordu à l'hameçon. Toutefois, aucun survivant n'était ressorti des bois. Ceux-ci étaient sillonnés de sentiers secrets et de bastions dissimulés et grouillaient de guerriers elfes avides de faire usage de leurs lances et de leurs haches. Les démons avaient beau avoir ravagé Krace, les survivants de son peuple continuaient de défendre leur royaume avec détermination. Malekith avait finalement décidé d'écraser la résistance d'Istrana au crépuscule. Des milliers d'ombres envahirent Blanc-Boulogne, leurs armes cruelles scintillant dans la pénombre. Les dragons volaient en rase-motte au-dessus des arbres et déchaînaient leurs flammes jusqu'à ce que des centaines d'acres de forêt fussent réduites en cendres. Malgré tout, les seuls corps découverts dans cette désolation étaient ceux d'elfes noirs, et les flèches continuaient de pleuvoir des zones intactes des bois. Pour couronner le tout, d'autres attaques provenaient désormais de l'ouest, car les guerriers des ombres des Nagarites s'étaient joints au combat. Bizarrement, ces renforts faillirent sonner le glas des hauts elfes, car leur nombre augmentant, leur arrogance légendaire était revenue et les guerriers qui se terraient dans Blanc-Boulogne sortirent à découvert afin de porter le fer à l'ennemi. Leur assaut était si inattendu qu'il faillit réussir. Les régiments de Nagaroth s'étaient positionnés de façon à repousser un assaut en provenance de l'ouest et se retrouvèrent attaqués sur deux fronts à la fois. Pendant quelques minutes fatidiques, l'host des elfes noirs faillit s'effondrer, mais Malekith rejoignit la bataille à temps. Il enfourcha Séraphon et s'envola au-dessus de l'affrontement, puis canalisa une magie de Blanc-Boulogne afin d'ouvrir une immense faille dans le sol rocheux. Sans cesser de manipuler les énergies qui se déversaient des montagnes, il déclencha ensuite un blizzard et une pluie de météores. Les arbres qui, pourtant, étaient morts depuis des mois, s'animèrent à son commandement. Leurs branches et leurs racines écartelèrent les archers qui étaient dissimulés au milieu de leurs troncs. La bataille de Blanc-Boulogne aurait dû se terminer de façon catastrophique pour les hauts elfes, car aucun de leurs mages n'était de taille à se mesurer au roi sorcier. Cependant, alors que la lune de la terreur était en train de poindre au-dessus des montagnes, les morts se levèrent. Ils étaient incontrôlés et s'en prirent à tous les vivants sans faire de distinction. Confrontés à un troisième ennemi, la contre-attaque des elfes noirs s'enlisa, et la charge qui aurait dû éradiquer les hauts elfes s'arrêta contre un mur de chair morte. Malekith aurait pu imposer sa volonté aux morts-vivants. Toutefois, il n'osa pas risquer de perdre sa concentration sur les sorts destructeurs qu'il était déjà en train d'invoquer.
Cela n'aurait rien changé. Istrana devait faire face à la fois aux elfes noirs et aux morts vivants et fut forcé de se retirer. Les elfes de Nagarythe s'obstinèrent quelques heures de plus, mais à l'aube, même eux avaient battu en retraite. Puisque ses adversaires les plus déterminés avaient été vaincus, Malekith renvoya les morts-vivants dans la tombe, mais ce faisant, il sentit l'esprit d'un autre effleurer le sien, et comprit que le temps lui était compté. Le matin suivant, les survivants de l'armée décimée de Malus Darkblade rapportèrent qu'un nouvel ennemi approchait depuis le sud. Ils parlèrent avec inquiétude d'un host presque aussi vaste que celui de Malekith et qui marchait sous la bannière de Tyrion. Khurân comprit que la meilleure tactique consistait à battre en retraite vers l'île Blafarde, en organisant un blocus pour maintenir Istrana à distance. Il suggéra même ce plan à son maître. Toutefois, le roi sorcier le balaya d'un geste et déclara qu'il refusait de partir en laissant une armée ennemie derrière lui. Khurân suspectait que c'était son orgueil démesuré, que c'était l'orgueil démesuré de son monarque qui lui faisait prendre une telle décision. Les rapports des éclaireurs indiquaient tous que la taille de l'armée d'Istrana était au moins 5 fois plus importante que celle des Nagarotti. Le roi sorcier refusait de se retirer devant un adversaire aussi insignifiant. Malgré tout, Khurân insista auprès de son maître et parvint à convaincre Malekith de ravaler sa fierté. Cette nuit-là, Khurân se rendit au campement de Calédor. Depuis la porte de l'Aigle, les princes dragons avaient pris soin de rester à distance de l'host des Nagarotti. Tout le monde ne partageait pas l'avis d'Imric sur la nécessité d'une alliance, y compris au sein de ses propres chevaliers. La haine qui opposait les deux races était toujours suffisamment forte pour faire couler le sang à la moindre provocation. L'host de dragon qui combattait aux côtés des elfes noirs ne le faisait que par loyauté envers son prince, mais le poids de la trahison pesait lourdement sur les épaules d'Imric depuis la bataille de la Porte de l'Aigle, et s'il était fier du rôle prépondérant que Calédor jouait dans la guerre, il était également triste que ce fût dans de telles conditions. Comme toujours, Imric obligea Khurân à patienter. Le prince souhaitait souligner ainsi son rang infiniment supérieur à celui du capitaine. Les princes dragons étaient amusés de voir que Khurân était venu avec une escorte de 500 lances. Alliés ou pas, les Drukhis ne se sentaient pas en sécurité dans le campement de Calédor, et ils avaient raison. Les ordres de Malekith étaient couchés par écrit en termes respectueux, toutefois, ils restaient impérieux. Les guerriers de Calédor devaient attaquer la force d'Istrana et ses alliés de Nagarythe pendant que l'armée du roi sorcier se dirigeait vers le nord. Imric lut la missive en silence. Jusqu'à présent, il avait réussi à ne pas rougir personnellement son épée car il se raccrochait à l'idée que s'il ne versait pas le sang, son honneur serait intact. Il se doutait aussi que bon nombre de ses chevaliers pensaient la même chose et avaient jusqu'à présent évité de tuer leurs alliés ancestraux en laissant les Nagarotti s'acquitter avec entrain de la sale besogne. Les dragons, y compris Minetnir, la loyale monture d'Imric, n'avaient pas fait preuve d'une telle retenue, au point que le prince se demandait si les reptiles n'étaient pas plus réalistes que leurs cavaliers sur la situation. Dans tous les cas, il était préférable d'imaginer que les dragons avaient une bonne raison pour se retourner sans hésiter contre leurs anciens alliés. En revanche, si les guerriers de Calédor devaient combattre sans les elfes noirs, ils n'auraient pas l'occasion de retenir leur coup et de préserver leur honneur. À en juger à l'expression moqueuse de Khurân, Imric devina que le capitaine était au fait de ses réticences.
La main d'Imric s'attarda sur le pommeau de son épée, et sans doute eût-il tué Couran en dépit des conséquences si Théclis n'avait pas été là. Le mage rappela que Tyrion était tombé sous le charme de Morathi, et qu'il était désormais le réceptacle d'un sombre pouvoir. Comme il l'avait prédit, la malédiction d'Aenarion s'était emparée de son frère, et il était en train de devenir la réincarnation de Cain. Il fallait empêcher Tyrion de prendre la faiseuse de veuve, même si cela signifiait que pour cela l'arme devait tomber entre les mains de Malekith. C'est ainsi que Calédor servit de bouclier à Malekith, tandis qu'il entamait son ultime marche vers le nord. Des centaines de princes dragons s'abattirent sur Blanboulon et déclenchèrent une des batailles les plus amères qu'Ultuan eût connues au cours des derniers siècles. Les guerriers de Calédor combattaient avec une détermination issue d'une nécessité absolue, car Imric leur avait dévoilé ses motivations profondes. Ces princes furent donc impitoyables et repoussèrent les forces d'Istrana dans un silence de mort. Les tactiques de harcèlement qui avaient si bien fonctionné contre les Nagalotti étaient inefficaces contre les forces d'Imric, car il avait combattu de nombreuses fois pour Crais et connaissait les habitudes de ses défenseurs. Les bastions secrets furent incendiés par le feu des dragons. Les lanciers de Calédor suivirent les sentiers cachés et abattirent les guerriers d'Istrana qui tentaient de fuir. Au moment où Malekith prenait pied sur l'île Blafarde, Istrana affrontait Imric à la tête de ses survivants de son armée. La demoiselle savait qu'elle était condamnée. Cependant, elle tira flèche après flèche sur Minetnir, qui plongeait vers elle. 2 traits percèrent l'armure d'Imric, mais ses blessures furent moins douloureuses pour le prince que le coup de sa lance qui transperça le cœur d'Istrana. La mort de la demoiselle sonna le glas de la résistance de Crais. Alors que le soir tombait, Imric érigea seul le bûcher funéraire d'Istrana en refusant que l'on l'aide. Il brûlerait des jours durant. Comme les flammes dévoreraient le cœur d'Istrana, Imric murmura une prière à Asuryan, car il savait qu'un massacre pire encore était à venir.